En 2003, une équipe de voleurs a attaqué ce coffre-fort contenant la plus grande quantité de diamants au monde. Ce coffre-fort est situé dans une petite région de Belgique, connue comme la capitale mondiale des diamants. Bien que petite, cette région voit passer 80% des diamants du monde. Elle dispose d'une police spéciale appelée la police des diamants, et ses mesures de sécurité sont impressionnantes. Le coffre-fort contenait une quantité incroyable de diamants, et il était considéré comme l'un des plus complexes au monde, avec 10 couches de protection. Un homme a décidé de percer toutes ces couches et de réaliser un cambriolage complexe. Avec une équipe de 5 personnes, chacune possédant une compétence spécifique, ils ont planifié et exécuté le vol après 2 ans de préparation. Ils ont réussi à voler des diamants d'une valeur de 100 millions de dollars, ce qui en fait le plus grand vol de diamants de l'histoire. Ce vol a eu lieu dans la ville d'Anvers, en Belgique, également connue sous le nom de capitale mondiale des diamants. Anvers abrite une petite région appelée le quartier des diamants, où 80% des diamants mondiaux passent chaque année, d'une valeur de 35 milliards de dollars. Cette région est fortement sécurisée, avec une police spéciale appelée la police des diamants, et le Centre mondial du diamant d'Anvers est le bâtiment principal de cette zone. Il abrite les plus grandes entreprises diamantaires du monde, chacune disposant d'un bureau dans le bâtiment. L'accès au bâtiment est strictement contrôlé, nécessitant une carte électronique, et chaque entrée et sortie est enregistrée par ordinateur. Des caméras de sécurité surveillent chaque coin du bâtiment, à l'intérieur et à l'extérieur, et même les cages d'escalier sont équipées de capteurs et de caméras. Le coffre-fort principal est protégé par plusieurs couches de sécurité, y compris une porte en acier de 3 tonnes, équipée d'un système d'alarme et d'un code à 4 chiffres. Même en contournant ces couches, il y a des capteurs magnétiques, des capteurs de lumière, de chaleur et de mouvement à l'intérieur du coffre-fort. En résumé, le vol a été une opération incroyablement audacieuse et complexe, réussissant à percer toutes les mesures de sécurité mises en place pour protéger les précieux diamants. Leonardo, un homme italien, est connu pour son charisme et sa capacité à impressionner les autres. Il possède la même séduction que celle que l'on retrouve chez les escrocs. Il peut vous charmer avec sa personnalité et vous faire sentir comme si vous étiez son ami, ce qui vous amène à vous détendre et à baisser votre garde. Et quand vous n'êtes pas sur vos gardes, il peut vous prendre au dépourvu. Il a déclaré une fois, mot pour mot, « Je suis né pour être un voleur ». Dès l'âge de 19 ans, il a commencé à voler des voitures de sport de luxe. Mais quelques années plus tard, il est passé du vol de voitures au vol de diamants, trouvant cela plus rentable. Il a développé une passion pour les bijoux et a découvert qu'il avait un talent pour la conception de bijoux. Sa notoriété croissante dans le monde criminel lui a permis de se constituer un réseau de contacts, à la fois dans le monde légal et dans le monde criminel. Cela lui a facilité la vente des diamants volés sur le marché noir. Un jour, après avoir subi une perte importante lors d'un cambriolage, Leonardo a décidé de se venger en planifiant le vol du Centre mondial du diamant à Anvers, en Belgique. Il a vu cela comme un défi légendaire qui marquerait son nom comme l'un des plus grands voleurs de tous les temps. Cette ambition lui a donné la motivation nécessaire pour entreprendre une planification méticuleuse. En 2000, 3 ans avant l'exécution du vol, Leonardo a loué un bureau dans le bâtiment du Centre mondial du diamant en tant que commerçant de diamants légitime. Cette couverture lui a donné accès au bâtiment et lui a permis de louer un coffre-fort dans la chambre forte. Il a pris le temps de comprendre les mesures de sécurité du bâtiment, étudiant chaque caméra, chaque capteur et chaque garde. Il a même installé une caméra dans son sac à dos pour capturer des images de l'intérieur de la chambre forte lors de ses visites. Leonardo n'a pas agi seul. 8 mois avant le vol, il est retourné dans sa ville natale en Italie, où il a recruté une équipe de voleurs expérimentés.
Chaque membre de l'équipe avait des compétences spécifiques, et ils collaboraient souvent pour des opérations nécessitant une expertise diversifiée. La première personne à rejoindre l'équipe de Leonardo était Fernando, surnommé la Bête. Chaque membre de l'équipe avait son propre surnom, ce qui était courant dans le milieu criminel pour des raisons de confidentialité et de sécurité. Ainsi, Leonardo a passé 3 ans à planifier minutieusement le vol du Centre mondial du diamant, utilisant ses compétences en séduction, en conception de bijoux et en coordination d'équipe pour transformer son rêve audacieux en réalité. Le surnom « La Bête » indique qu'il était un individu puissant, chargé des tâches nécessitant de la force physique ou des mouvements. Leonardo n'a pas eu besoin de beaucoup d'efforts pour convaincre la Bête de se joindre à lui. Dès qu'il lui a parlé de la quantité de diamants présents dans le coffre, la Bête a accepté. Cependant, le piratage de la chambre forte complexe nécessitait plus que de simples muscles, cela exigeait de l'intelligence. C'est là qu'intervient le deuxième membre de l'équipe recruté par Leonardo, Elliot Donorio, surnommé le génie. Sa mission était de pirater les systèmes électroniques. Grâce à ses compétences acquises dans son entreprise spécialisée dans les équipements de sécurité et de surveillance, il était le candidat idéal pour cette tâche. Après avoir recruté ces 2 membres, il restait encore des obstacles à surmonter. Leonardo savait qu'il avait besoin de plans détaillés du bâtiment pour comprendre sa disposition et planifier leur approche. Il est retourné voir la directrice du bâtiment sous prétexte de vouloir agrandir son bureau. À sa grande surprise, elle lui a non seulement donné les plans des étages, mais aussi ceux de la chambre forte. C'était une erreur de sécurité humaine, mais la capacité de persuasion et le charisme de Leonardo ont joué en sa faveur. À ce stade, ils ont réalisé qu'il avait besoin d'un 5e membre pour leur équipe, un spécialiste des clés. Cet individu, surnommé « le roi des clés », n'a pas été décrit en détail, mais il était spécialisé dans la manipulation des clés. Après avoir constitué leur équipe, ils ont commencé à élaborer leur plan d'action. Leonardo continuait à visiter le bâtiment pour repérer des accès non sécurisés, notamment le garage. Ils ont découvert qu'ils pouvaient entrer par une porte spécifique sans passer par les points de contrôle habituels. Enfin, ils ont réalisé que l'opération devait être réalisée en une seule nuit pour éviter d'être découverts. Ils avaient 5 heures pour accomplir leur mission, ce qui signifiait qu'ils devaient contourner rapidement tous les systèmes de sécurité sans perdre de temps précieux. Ainsi, chaque membre de l'équipe avait un rôle spécifique à jouer, et Leonardo coordonnait leurs efforts avec son charisme et son intelligence. La décision est prise, le génie tentera de s'infiltrer dans la salle des coffres seul et désactivera certains des systèmes de sécurité 5 jours avant le cambriolage. Imaginez simplement que le génie a utilisé la carte de Leonardo pour entrer dans le bâtiment, se faisant passer pour un ouvrier. Quand il est arrivé, il leur a dit qu'il avait un travail dans le bureau de Leonardo et qu'il avait été engagé pour accomplir une tâche. Il leur a montré la carte qu'il avait avec lui ainsi qu'un faux bon de travail ou une facture. Bien sûr, il est entré la nuit, et comme nous l'avons dit, n'importe qui avec une carte et un bureau loué peut entrer et sortir du bâtiment à tout moment. Les gardes du soir ne se sont pas méfiés de « le génie » et l'ont laissé entrer normalement puisqu'il avait une carte. Il prétendait aller au bureau pour terminer son travail, mais le génie n'avait pas l'intention de se rendre au bureau. Son objectif était la salle des coffres et rien ne l'empêchait de descendre au sous-sol où se trouvait la salle des coffres. Il est entré dans la salle des coffres sans encombre, et comme les gardes ne surveillaient pas les caméras de sécurité à cette heure, il a pu agir à sa guise. Mais avant toute chose, il a désactivé les caméras de surveillance pour éviter d'être enregistré en train de travailler. Ensuite, il a installé une petite caméra au-dessus du coffre. Cette caméra avait été conçue par lui-même dans le but de capturer le code du coffre-fort que les gardes utilisaient pour l'ouvrir.
La caméra enregistrerait le garde le lendemain matin lorsqu'il ouvrirait le coffre et saisirait le code. Le roi des clés pensait qu'il pourrait copier la clé en regardant les images capturées par la caméra, car le même garde prendrait la clé et l'introduirait dans le coffre. La caméra enregistrerait la clé et le roi des clés prévoyait de la reproduire en utilisant un dispositif magnétique. Comme nous l'avons mentionné précédemment, il y avait un capteur magnétique composé de 2 pièces métalliques situées au-dessus du coffre dans le coin. Si la porte du coffre était ouverte et que ces pièces étaient séparées, l'alarme se déclencherait automatiquement. La méthode qu'a utilisée le génie pour désactiver ce capteur était remarquable. Il a fabriqué une plaque en aluminium et l'a installée sur les 2 pièces, les maintenant ensemble. Il a ensuite simplement retiré les boulons de fixation des 2 pièces magnétiques, les retirant de leur emplacement sans les séparer. Ainsi, le champ magnétique entre eux n'a pas été interrompu, et l'alarme n'a pas été déclenchée. Maintenant, il savait qu'il pourrait facilement retirer les pièces lors du cambriolage sans déclencher l'alarme. La prochaine tâche était de connaître la fréquence qui ouvrait la porte du garage. Comme il l'avait découvert à partir des plans, il y avait une porte de garage menant à l'intérieur du bâtiment depuis une rue latérale. Cette porte s'ouvrait avec une certaine fréquence, mais connaître cette fréquence n'était pas facile. Cependant, le génie a réussi à trouver le dispositif contrôlant l'ouverture de la porte et, grâce à son expérience dans l'électronique et les dispositifs de sécurité, il a pu déterminer cette fréquence. C'est ce qu'on appelle être un expert dans son domaine, ce qui lui a permis de pirater les dispositifs de sécurité. Avec toutes ces tâches accomplies, la mission de le génie était terminée. Il avait installé une caméra pour capturer le code du coffre, désactivé le capteur magnétique du coffre et découvert la fréquence de la porte du garage. Il avait accompli tout ce qui lui incombait. La prochaine tâche était de désactiver les capteurs à l'intérieur du coffre. Comme nous l'avons mentionné précédemment, il y avait un capteur de lumière suspendu au plafond et un capteur de mouvement et de chaleur accroché au mur à l'intérieur du coffre. L'équipe a obtenu un dispositif de détection similaire à celui présent dans le coffre-fort et a commencé à l'examiner et à le tester. Ils ont découvert qu'en couvrant simplement le dispositif avec une boîte en carton, les ondes de détection seraient bloquées, rendant le dispositif de détection inefficace. Cependant, le problème était que s'ils entraient dans le coffre avant de désactiver le dispositif avec la boîte en carton, le dispositif les détecterait et déclencherait l'alarme. Ils avaient besoin d'une méthode pour désactiver le dispositif avant d'entrer dans le coffre ou au moins réduire temporairement son efficacité pour éviter d'être détecté dès qu'il entrerait. Cette tâche incombait à Leonardo, le cerveau de l'opération, car il était le seul à pouvoir entrer officiellement dans le coffre. L'opération devait être effectuée lorsque le coffre serait ouvert, c'est-à-dire pendant les heures de travail. C'était la seule solution. Le problème était que pendant les heures de travail, les gardes surveillaient les caméras de sécurité. Ce qui s'est passé, c'est que le matin du jour précédant le jour de l'opération, le 14 février 2003, Leonardo est allé au bâtiment comme d'habitude et est entré avec sa carte. Ensuite, il est allé dans le coffre en montrant sa carte aux gardes et en entrant comme d'habitude. Mais cette fois, il avait discrètement emporté avec lui un spray fixatif pour cheveux. Après être entré dans le coffre, il a vu que le capteur était à côté de lui, alors il a fait semblant de s'étirer comme on le fait lorsque l'on est fatigué. Après que Leonardo a pulvérisé de la laque pour cheveux sur le capteur, l'efficacité du capteur est devenue très faible. Bien qu'il ne soit pas complètement désactivé, il ne fonctionnera pas correctement, ce qui leur donne l'opportunité de le bloquer avec du carton avant d'être détecté. Ainsi, toutes les préparations pour l'opération ont été effectuées. Dans la nuit précédant le jour du vol, l'équipe s'est réunie dans l'appartement de Leonardo, situé dans la ville d'Anvers, la capitale du diamant. Ils ont mangé un repas italien ensemble,
puis ont vérifié toute leur préparation et outils. Ils étaient très excités à l'idée de l'opération à venir. Le jour tant attendu est arrivé, un samedi, le 15 février 2003. Dans cette nuit-là, Petro, responsable de la conduite, les a emmenés en voiture jusqu'au bâtiment du diamant. Ils ont suivi la route secondaire qui les mènerait au garage, et grâce à la fréquence découverte par le génie, ils ont pu ouvrir la porte facilement et entrer dans le bâtiment depuis le garage. Maintenant, ils étaient confrontés à plusieurs portes qu'ils devaient traverser pour atteindre le coffre-fort. Ils avaient acheté des serrures de portes similaires à celles utilisées sur la plupart des portes du bâtiment, et le maître des clés avait pu créer une clé principale qui ouvrirait la plupart des portes. Ils ont ouvert facilement les portes devant eux, les fermant derrière eux, et ont tracé leur chemin à travers les couloirs et les escaliers jusqu'à la salle du coffre-fort. Maintenant, le vrai travail allait commencer. Tout d'abord, ils ont couvert la caméra de surveillance dans la pièce pour éviter que les caméras n'enregistrent leurs actions. Ensuite, ils ont désactivé les 2 pièces magnétiques qui déclencheraient l'alarme s'ils se séparaient. Comme a fait le génie lors de son infiltration précédente, ils ont fixé une feuille d'aluminium entre les 2 pièces pour les maintenir ensemble et les ont retirées de leur emplacement sans les séparer. Maintenant, ils avaient contourné la première couche de sécurité. La deuxième étape était d'entrer le code, et c'était la tâche du maître des codes. Après avoir pu l'obtenir à partir de la caméra installée par le génie lors de son infiltration précédente, ils ont pu enregistrer les gardes entrant le code. Le maître des codes a ensuite saisi le code, composé de 4 nombres à 2 chiffres, et après avoir entré correctement le code, la trappe par laquelle ils entreraient s'est ouverte. Maintenant, ils devaient essayer la clé que le maître des clés avait fabriquée. La clé longue. Comme nous l'avons dit, le maître des clés a essayé de copier cette clé à partir des images prises par la caméra installée par le génie. Cela semblait presque impossible, voire impossible, mais le maître des clés était confiant en lui-même. Ils ont inséré la clé dans la serrure, mais elle n'a pas fonctionné. Ce n'était pas une copie exacte de la clé originale. Maintenant, que faire? L'opération doit-elle être annulée? Ils se sont rendus compte que le gardien ne gardait pas la clé dans un endroit sécurisé, mais dans une simple armoire dans une pièce adjacente. Ils ont donc simplement cassé cette armoire et ont récupéré la clé originale. C'était l'une des graves erreurs de sécurité que Leonardo a pu exploiter. Il n'aurait jamais pu le découvrir s'il n'avait pas passé tout ce temps à observer et à découvrir l'endroit. Maintenant, il pouvait ouvrir la porte du coffre-fort, mais avant de le faire, il devait éteindre les lumières dans la pièce pour que le capteur de lumière à l'intérieur du coffre-fort ne déclenche pas l'alarme. Dans une information confirmée, ils ont probablement utilisé des lunettes de vision nocturne, ou quelque chose de similaire, pour pouvoir voir sans lumière. Ensuite, lentement et avec précaution, ils ont utilisé un bâton extensible comme celui d'un selfie, attachant le carton avec du ruban adhésif à l'extrémité, et ont lentement approché le capteur jusqu'à ce qu'il soit complètement couvert. Ensuite, l'un d'entre eux l'a fixé fermement au mur avec sa main. Maintenant, ils étaient sûrs de l'avoir couvert de tous les côtés, et ils ont fixé le carton au mur avec du ruban adhésif. Ils avaient donc désactivé complètement la sécurité du coffre-fort. La dernière étape pour atteindre le butin était de casser les serrures des coffres-forts de la chambre forte. Il y avait 190 coffres-forts, et Leonardo était un expert dans ce domaine. Chaque fois qu'il arrivait à la chambre forte, il ouvrait son coffre-fort et l'examinait pour connaître ses points faibles. Même si la serrure du coffre-fort était solide, elle était soutenue par une pièce en plastique fragile. L'équipe a donc conçu un dispositif qui se fixait directement sur la serrure du coffre-fort. Ils l'ont dimensionné précisément pour s'adapter au coffre-fort, car Leonardo prenait tout en compte. Il plaçait l'appareil sur le coffre-fort,
Puis les pinces saisissaient la serrure et tournaient la vis jusqu'à ce que la force de traction casse la serrure. Ils ont ainsi réussi à ouvrir les coffres-forts les uns après les autres. À l'intérieur, ils ont trouvé toutes sortes de trésors précieux, de l'argent, des bijoux, et bien sûr, le diamant, qui était le plus gros butin. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient et ont commencé à remplir leurs sacs. Ce qui était génial pour eux, c'est que même une petite poignée de diamants dans votre main valait des millions. Ils ont donc rempli tous leurs sacs de diamants et ont estimé que la valeur de leur butin s'élevait à 100 millions de dollars. C'était la plus grande opération de cambriolage de l'histoire, avec de l'or, des diamants, des bijoux et de l'argent. Ils ont continué à collecter des diamants, de l'or et des bijoux jusqu'à ce que leur sac soit plein. Ils ont laissé derrière eux un grand nombre de coffres-forts qu'ils n'avaient pas ouverts, car ils ne voulaient pas prendre de risques inutiles. Maintenant, ils se préparaient à sortir, mais avant de partir, ils devaient se débarrasser de toute preuve derrière eux. Ils se sont dirigés vers la salle de sécurité où les gardes conservaient les bandes vidéo des caméras de sécurité. Ils ont pris toutes les bandes vidéo enregistrées au cours de la semaine dernière, c'est-à-dire toutes les caméras du bâtiment, y compris celles de la nuit où le génie était entré pour tester les systèmes de sécurité. Ils ne voulaient pas que la police remonte jusqu'à eux en examinant ces enregistrements. Après cela, ils ont pris la route pour quitter la Belgique, sachant que la police lancerait une grande chasse à l'homme pour les retrouver. Heureusement, leur pays, l'Italie, n'avait pas d'accord d'extradition avec la Belgique, donc même si les autorités belges résolvaient l'affaire et découvraient leur identité, l'Italie ne les extraderait pas pour être jugés en Belgique, du moins c'était ce qu'il espérait. C'était le soir du dimanche 16 février 2003, le lendemain du cambriolage. L'équipe a décidé de se séparer, chacun rentrant en Italie seul pour ne pas éveiller les soupçons, à l'exception de Leonardo et de Pietro, qui ont pris leur part et l'ont chargé dans la voiture. Ils ont également pris les ordures qu'il avait rassemblées dans l'appartement pour s'en débarrasser. Alors qu'ils roulaient sur la route, Pietro semblait de plus en plus nerveux. Il regardait constamment dans le rétroviseur et avait l'impression d'être suivi. Il a commencé à argumenter avec Leonardo, disant qu'il devait s'arrêter immédiatement et se débarrasser des ordures. Leonardo a essayé de le calmer en disant qu'il devait trouver un endroit approprié pour se débarrasser des déchets. Ils se sont arrêtés sur le bord de la route, près d'une forêt isolée. Leonardo a dit à Pietro d'attendre dans la voiture pendant qu'il cherchait un endroit approprié pour jeter les ordures. Pietro, cependant, était tellement terrifié qu'il ne pouvait pas rester assis dans la voiture. Il a pris les ordures et a commencé à les jeter depuis le pont à côté duquel ils étaient garés. Il jetait les ordures presque à côté de la route, loin d'être isolés. Quand Leonardo est revenu et a vu la scène, il a été horrifié. Il l'a vu en train de jeter les ordures et il est allé vers lui en courant, lui demandant ce qu'il faisait là. « Qu'est-ce que tu fais ?» Leonardo a réalisé qu'il était dans une situation désastreuse. Il y avait des bandes vidéo de surveillance accrochées aux arbres, des papiers et des documents par terre. Maintenant que Leonardo avait vu cette scène, il savait qu'il ne pourrait pas récupérer ces objets une deuxième fois. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était aider à jeter et à disperser les ordures davantage. Il s'est convaincu que personne ne les trouverait de toute façon, et même s'il le faisait, cela prendrait du temps avant que tout ne se désintègre. Ils ont donc jeté tout ce qu'il avait à cet endroit et ont continué leur chemin vers l'Italie avec leur butin. Quelqu'un pourrait demander, pourquoi n'ont-ils pas été fouillés aux frontières et n'ont-ils pas trouvé les diamants ? La réponse est que les pays européens de la zone Schengen ont des frontières ouvertes, sans point de contrôle. Le jour suivant, le lundi 17 février 2003, les employés sont retournés travailler à la Banque des Diamants après le week-end. Quand le garde responsable de l'ouverture du coffre est venu pour l'ouvrir, il a été surpris de trouver le coffre-fort retourné, avec les coffres-forts à intérieur renversés et le sol jonché d'objets et de débris de documents.
Ils ont immédiatement contacté la police locale, spécialisée dans ce type de crime. Dès leur arrivée, les enquêteurs ont réalisé que cette opération était une affaire interne, car quelqu'un avait eu accès au coffre-fort auparavant et connaissait le bâtiment ainsi que tous les dispositifs de sécurité. Toutes les couches de sécurité avaient été contournées. Lorsqu'ils ont cherché les bandes vidéo des caméras de surveillance, ils ne les ont pas trouvées, ce qui leur a confirmé qu'il avait affaire à des criminels expérimentés. Pendant ce temps, un homme âgé à la retraite se promenait dans la forêt, la même forêt où Pietro et Leonardo avaient jeté leurs ordures. Il aimait se promener dans la nature, entre les arbres, et il aimait particulièrement cette région. Il a vu un tas d'ordures devant lui et s'est demandé pourquoi les gens polluaient la nature en jetant leurs déchets ici. Alors qu'il regardait parmi les déchets, il a vu des papiers portant le nom du Centre international des diamants. Cela l'a intrigué, d'autant plus que sa femme lui avait parlé plus tôt dans la journée du cambriolage de diamants qui avait eu lieu dans ce bâtiment. Il a donc fouillé parmi les ordures, réalisant que ces déchets étaient probablement importants ce jour-là. Il a immédiatement contacté la police pour leur faire part de sa découverte. Les enquêteurs sont arrivés sur place et ont commencé à examiner les déchets, et ils étaient stupéfaits de ce qu'ils ont trouvé. Ils ont rapidement réalisé que ces déchets appartenaient aux voleurs, car ils ont récupéré des enregistrements des caméras de surveillance. Malheureusement, les bandes étaient endommagées et ne pouvaient pas être utilisées comme preuve. Une autre découverte importante était la carte de visite avec le nom et le numéro de téléphone du génie. Ils ont également trouvé la facture et le faux permis de travail qu'il avait créé pour quitter le bâtiment avant le vol. Avec ce document, ils ont pu relier le vol à Leonardo, le locataire du bureau dans le bâtiment. Ils savaient qu'il avait affaire à des criminels intelligents, mais en même temps, les enquêtes étaient en cours. Cela les a incités à approfondir leurs recherches sur lui. Ils ont ouvert leur dossier et ont commencé à chercher. Au cours de leurs recherches, ils ont découvert que pendant les 3 dernières années où il avait loué un bureau dans le bâtiment, il n'avait jamais conclu de transaction commerciale ou de business selon leur registre. Parmi tous les coffres-forts dans la chambre forte qui avaient été fracturés, le sien était au milieu et non fracturé, car les voleurs savaient qu'il était vide. Cette action imprudente de leur part a été une erreur, car ils ont contourné le coffre-fort de Leonardo. La police était maintenant convaincue qu'ils n'avaient aucun lien avec le vol, mais le problème était que toutes leurs preuves étaient circonstancielles. Comme il est maintenant dans sa ville de Turin, en Italie, et qu'il n'y a pas d'accord d'extradition entre l'Italie et la Belgique, les enquêteurs ont estimé qu'il était dans une impasse. Cependant, une semaine plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Leonardo a commencé à se sentir invincible, son sentiment s'est transformé en une confiance excessive voire en un orgueil. Il était convaincu qu'il n'avait laissé aucun indice derrière eux, à tel point qu'il est retourné envers lui-même. Cette fois, son objectif était de se débarrasser de toutes les traces potentielles qu'il aurait pu laisser derrière lui, en particulier dans l'appartement tout le bureau qu'il avait loué. Cette fois-ci, il est venu avec sa famille, sa femme et son fils, qu'il a placés dans l'appartement pour qu'il se débarrasse de tout ce qui s'y trouvait. Lui, de son côté, est retourné au bâtiment des diamants. Lorsqu'il est entré dans le bâtiment avec son badge, le garde l'a regardé, incrédule. Il ne pouvait pas croire que Leonardo était de retour. La direction du bâtiment a immédiatement contacté la police. Avant même que la directrice du bâtiment n'arrive, Leonardo était là, essayant de la distraire jusqu'à ce que les flics arrivent. C'est cette même directrice sur laquelle il avait joué. Maintenant, le sort était retourné contre lui et c'était elle qui jouait sur lui. Soudain, les enquêteurs de la police des diamants sont arrivés et lorsque Leonardo les a vus, son cœur s'est serré. Il a réalisé que cette fois, c'était lui qui était joué. Même s'il savait intérieurement qu'il était découvert, il a continué à jouer son rôle, prétendant être innocent.
Les enquêteurs lui ont demandé l'adresse de son appartement, mais Leonardo a essayé de les retarder car sa femme et son fils étaient toujours en train de nettoyer l'appartement et de se débarrasser de ses affaires. Mais après un certain temps de conversation et de pression sur lui, il a été contraint de leur donner l'adresse. Ils étaient en train de le pousser à bout, alors ils ont appelé une autre équipe de police pour se rendre à son appartement immédiatement et le perquisitionner. Lorsque l'équipe de police est arrivée à l'appartement, ils ont vu sa femme et son fils en train de descendre le linge de lit dans les escaliers, prêts à le jeter. Ils les ont arrêtés en plein processus. Après avoir fouillé l'appartement, ils ont trouvé plusieurs preuves importantes, dont des cartes SIM sans nom mais avec des numéros de série, qu'ils ont pu tracer pour localiser les appels passés pendant le vol. Ils ont confirmé que ces cartes SIM étaient présentes dans le bâtiment des Diamants au moment de l'opération. Le deuxième élément qu'ils ont trouvé était de petites pierres précieuses, similaires à celles trouvées dans les ordures. Ils ont pu les faire correspondre. Maintenant, avec des preuves solides, Leonardo est sous la garde de la police. Les autorités belges ont contacté les autorités italiennes et leur ont demandé de coopérer. Les autorités italiennes ont accepté, et la police italienne a perquisitionné la maison de Leonardo à Turin, en Italie. Lors de la fouille, ils ont trouvé un petit coffre-fort contenant un ensemble de diamants, dont une pièce portant un numéro de série qui correspondait à celle trouvée dans le coffre-fort du bâtiment des Diamants. C'était une preuve concluante que Leonardo était impliqué dans l'opération. Ce qui est ironique, c'est que le mandat de perquisition utilisé par la police italienne ne concernait que les armes, il soupçonnait qu'il en avait dans sa maison. Légalement, il ne pouvait rien confisquer d'autre que des armes, donc il ne pouvait pas saisir les diamants volés. Cette occasion était la dernière fois que les autorités italiennes ou belges examineraient les biens volés, mais de toute façon, Leonardo a été arrêté en Belgique et une affaire solide a été constituée contre lui. Malgré tout cela, il a refusé de livrer ses complices, mais de toute façon, les preuves que la police possédait contre lui et les autres membres de l'équipe étaient nombreuses. Tous les membres de l'équipe ont été arrêtés, à l'exception de celui qui était toujours inconnu. Mais maintenant, écoutez leur condamnation. Ce sont les peines pour les crimes de vol dans la législation belge, qui sont ridicules, quelle que soit la valeur de ce qui a été volé, que ce soit une pomme ou $1 milliard. Si le vol est commis sans violence, la peine sera très légère. La peine maximale que vous pouvez recevoir est de 5 ans, mais c'est la peine maximale selon leur loi. Imaginez que Leonardo, qui était le cerveau derrière tout cela, ait pris 5 ans, mais c'est la durée maximale. Les 3 autres n'ont chacun pris que 6 mois, et c'est tout, sans rendre quoi que ce soit de ce qu'ils ont volé. Tous les diamants et le butin massif, évalués à $100 millions, sont restés avec eux. Ils ont purgé leur peine et vers 2008 et 2009, ils étaient tous libres de prison, chacun vivant confortablement avec la richesse qu'il avait obtenue.